Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres aux couvertures très estivales qui se passent au soleil, à la piscine, à la plage, des histoires parfaites pour cet été. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout bizarre d'enregistrer parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo pour ma chaîne YouTube. Mais voilà, entre temps je suis partie en vacances et j'ai lu notamment les 4 livres dont je vais vous parler. On va partir en Italie avec Meurtre à Capri de Luca Ventura. Je ne sais pas comment ça se prononce, surtout que c'est un pseudonyme d'un auteur allemand, mais ça je vous en reparle après. On va partir au bord de la Méditerranée, mais en France, si je me trompe pas, avec C'est la mort à la plage de Coralie Cojol. C'est un cosy mystery chez Erol. On va partir encore une fois en Italie, pas très loin de Capri. On va partir à Positano avec Un été italien de Rebecca Serle chez Charleston. Et puis, eh bien, écoutez, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre de Lorraine Fouchet. Donc, vous savez où nous allons partir. On va sur l'île de Groix avec L'écriture est une île, qui est un livre qui va nous parler... alors, ça va être hyper original ce que je vais vous dire. Un livre qui va parler d'écriture et d'île, mais vraiment écriture dans le sens atelier d'écriture, avec une autrice, etc. Donc vraiment intéressant. Je commence avec Meurtre à Capri, qui est sorti chez Livre de Poche, directement dans ce format. Donc c'est plus grand qu'un format poche. J'ai là un livre de poche d'Agatha Christie, les anciennes couvertures. Donc vous voyez... celui qui est derrière est un peu plus grand, un peu plus large aussi. Voilà, donc c'est un livre qui, comme c'est indiqué là, inédit. Alors, ce livre paraît plus épais que ce qu'il est, je vous dis parce que j'étais surprise. Il ne fait que 314 pages alors que je le trouvais bien épais. Donc Luca Ventura, je sais pas comment ça se prononce exactement, c'est un auteur allemand qui habite dans la baie de Naples et c'est très intéressant parce qu'en fait moi j'ai commencé ce livre quand je partais d'Italie et je suis allée un petit peu dans ce coin-là. Alors j'ai pas visité Capri, j'aurais voulu à cause du livre, mais je l'ai pas fait parce que le coût du bateau était extrêmement élevé. En revanche, je suis allée à Positano et tout, mais je vous en parlerai avec un autre livre. Naples, je l'ai fait un tout petit peu, ça m'a pas trop convaincu, mais c'est pareil, je vous en parlerai avec un autre livre. Mais bon, globalement, les paysages, je vois à peu près où c'est. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est ok, c'est un auteur qui habite dans la baie de Naples. Donc ok, il peut nous parler de choses, il peut nous parler de Capri, il peut nous parler de Naples, etc. Et puis d'autres îles autour. L'île d'Ischia notamment, qui est mentionnée là, qui est aussi mentionnée dans ce livre-là. Et en fait, il est légitime pour ça. Enfin, non pas qu'on doit écrire que sur des endroits qu'on connaît, mais on sent qu'il connaît. Mais en fait, il est étranger. Et donc, ça se sent parce que il va mettre quelques mots en italien. C'est-à-dire que c'est pas bonjour. Je parle pas bien italien, je parle pas italien même. Donc, le buongiorno, je n'aurai pas le bon accent. Mais justement, c'est juste, je vous le dis, là, il y a écrit buongiorno. Et puis, il y a quelques petites choses comme ça. Enfin, là, par exemple, regardez l'assiette de bruschette, la signora... voilà, c'est donc tous ces mots sont en italique, mais là, à quelle heure est ton aliscafo? Donc aliscafo c'est en italique. Là, je vois un autre mot qui est en italique. Prière le funiculare, voilà. Donc c'est des choses, je trouve, qu'on voit quand c'est un auteur étranger. Parce qu'en fait, si c'était un auteur italien, il aurait écrit en italien, le traducteur aurait dit « Ok, c'est bon, tout ça, on bascule en français, on le traduit direct. » Mais en fait, ce livre a été traduit de l'allemand. Donc j'imagine que en fait l'auteur a écrit en allemand, sauf quelques mots, et ces mots-là, du coup, qu'il a écrit en italien, ont été conservés en italien dans la version française. Donc ça change quand même quelques petites choses. Et puis l'ambiance aussi. Enfin, donc au final, presque, on est plus dans l'ambiance quand c'est un auteur étranger qui écrit qu'un auteur local.
mais c'est pas incohérent. J'ai pensé à des polars nordiques notamment, avec Johanna Gustafsson, qui est française, qui vit en Suède, et qui, quand elle écrit un polar nordique, a tendance à nous faire un peu un polar nordique pour les nuls, en nous disant, bah voilà, les personnages sont en train de manger ça et ça. Pour info, petite note de bas de page, pour info, en Suède, ça se passe comme ça, c'est pas du tout comme en France, voilà. Donc ça me fait un peu penser à ça, même si là, on est sur un auteur allemand en Italie, mais voilà. C'est une enquête classique, c'est un roman policier classique, genre Agatha Christie, quelque chose, voilà, de simple, une enquête, enfin de simple. Oui et non, mais en tout cas, on n'est pas sur le style de polar qu'on peut avoir en ce moment. Je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez classique. C'est un tome 1. Il y aura des suites qui n'existent pas encore, enfin en tout cas qui ne sont pas sorties pour l'instant en France. Pour info, quand je me baladais en Italie, je l'ai vu le livre en italien. Donc ça veut dire livre allemand traduit en italien. Voilà, donc ça c'était rigolo. On fait connaissance avec les personnages. On a un policier qui s'appelle Enrico Rizzi, c'est un jeune policier. Et puis il a une collègue qui s'appelle Antonia Cirillo. Et en fait, cette collègue, elle a plus d'expérience, elle est plus vieille que lui, mais on ne sait pas trop son histoire. Elle a atterri là. On ne sait pas trop pourquoi. Et lui-même ne le sait pas en fait. Mais il va... Enfin... Mais les personnages sont pas tout de suite attachants. Et justement, ça fait partie des choses qui m'ont manqué au début. C'est-à-dire que donc la fameuse Antonia, elle est arrivée il y a peu de temps. Et Enrico, il va pas chercher à savoir d'où elle vient, pourquoi elle en est là, pourquoi elle a tel âge et tel grade, et pourquoi elle est un peu sous sa responsabilité alors qu'il est plus jeune. Enfin, tout ça, il va pas le chercher, alors que nous, en tant que lecteurs, on aimerait en savoir davantage. Donc ça, c'est un... enfin, je vais pas dire bizarre, mais ça titille pas trop notre curiosité. En fait, c'est un duo qui m'a un peu fait penser à L'île des âmes de Pier Giorgio Pulici. J'espère que je ne me suis pas trompée dans son prénom. Et dont je ne vous ai pas encore parlé, hein, mais je vous en parlerai bientôt parce que ce livre, je l'ai lu, il est vraiment très chouette. Et en fait, on a un duo qui va se créer et où on sait que chaque enquêtrice a un passé et en fait, elles vont se poser des questions l'une sur l'autre et du coup, ça les rend attachantes. Là, c'est pas trop le cas. Après, c'est un auteur allemand. Est-ce qu'on peut dire qu'un du coup, comme c'est un auteur allemand, il va y avoir une sorte d'écriture froide, alors qu'en fait, ça se passe à Capri, qui est plutôt l'Italie, la chaleur, chaleur météorologique, mais chaleur aussi humaine. Je sais pas, parce que moi, j'adore les polars nordiques et je trouve les personnages toujours très attachants dans les polars nordiques. Là, il m'a fallu un peu de temps, en fait. Donc, je trouve que ça met du temps à s'installer dans les personnages, mais pas du tout dans l'enquête. Moi, l'enquête, elle m'a tout à fait convenu. C'est un livre qui n'a pas des super bonnes critiques sur Babelio. Quand je l'ai lu, il n'y avait pas beaucoup de notes. Le peu de notes qu'il y avait, elles n'étaient pas très bonnes. J'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit que l'enquête, la personne n'avait pas été très convaincue par l'enquête. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, en fait. C'est juste que les personnages, je trouve que j'ai mis du temps avant de m'y attacher. Maintenant que je sais que c'est un tome 1, je me dis, ok, enfin, du coup, presque je comprends, ok, il a fallu ce temps-là pour s'attacher, et voilà. Mais à côté de ça, c'est un livre qui sent l'Italie, enfin, je vous dis, par les mots, par ce qui est expliqué. Puis, on est sur une île, donc, en fait, à Capri, ils sont pas forcément habitués à gérer des choses. Donc en fait, il y a un lien avec Naples. Je crois que, notamment, la police scientifique est à Naples. Bah oui, mais il faut faire le trajet en bateau. Et puis, à Naples, ils ont tendance à prendre les petits policiers de Capri pour des amateurs, en fait, parce qu'ils savent pas gérer ça. Enfin, donc, tout ça, c'est intéressant. En fait, ça m'a... Le personnage d'Enrico Rizzi, il m'a fait un petit peu penser à Harry Sor dans les enquêtes de Sigurd Verdure sur quelques petites choses en fait. Parce que même si il n'a pas l'expérience de sa collègue, il mène la danse parce que ça fait longtemps qu'il est là et il est doué. Et à la fin de l'histoire, à la fin du premier tome, je peux vous dire, il est attachant il a une histoire personnelle qui est très intéressante et originale aussi. Et c'est ce
que j'aime bien en fin de compte. Ça me fait penser à la dernière fois que j'ai vu Franck Tillier, où en fait il expliquait que pour créer ses personnages, il lui fallait une blessure, quelque chose, pas un personnage tout lisse, mais quelque chose qui va accrocher, enfin on va pouvoir creuser, donc c'est pas des personnages lambda comme vous et moi, il faut vraiment des personnages qui ont eu des choses, qui ont vécu des choses difficiles, enfin et donc c'est intéressant. Et c'est aussi ce que j'apprécie, même si dans la vraie vie, c'est pas, je veux pas être proche de ce style de personne, mais c'est intéressant quand il y a des passés particuliers et tout ça, et je le comprends totalement, et voilà. Et là, c'est, enfin, je vous dis un passé particulier, même si c'est pas non plus noir, mais c'est une situation assez originale. Voilà. Donc moi, j'ai prolongé mes vacances en Italie avec Meurtre à Capri, et c'était très très bien. Et j'ai hâte de lire la suite, et je vous dis, c'est un peu une sorte de grand format livre de poche. Avant, il y avait les éditions Prélude. Je sais pas si c'est le style de livre qui serait sorti aux éditions Prélude, parce que c'est assez rare de voir des livres de poche un peu en grand format. C'est le cas avec les livres de Brandon Sanderson, dont mon mari est archi fan, où là, ils sortent avec un format particulier. C'est plus grand qu'un poche, mais c'est pas non plus un grand format. Voilà. Celui-ci, il vaut 12,90 €, donc c'est pas non plus le prix d'un grand format, mais c'est plus qu'un poche, en fait. Voilà. Mais en tout cas, je vous le conseille totalement pour cette période estivale. Je continue avec C'est la mort à la plage de Coralie Cojol, que j'ai lu au bord de la piscine. C'est un cozy mystery estival. C'est moi qui mets estival à côté de cozy mystery, mais c'est vraiment un cozy mystery. C'est vraiment un cozy, c'est vraiment un mystery. Et moi je vous ajoute estival parce que c'est parfait pour cette période-là. C'est, voilà, comme il y a les cozy Christmas mystery qui sont très très chouettes de Karine Pitoki, enfin je parle au pluriel, mais j'ai lu que le 1 et on sait qu'il y aura une suite, et bien là on a un équivalent pour l'été. Voilà, la couverture ne ment pas du tout sur ce que vous allez retrouver dans ce livre. Alors, l'histoire, elle est particulière, mais c'est aussi ça quand même. On accompagne dans cette histoire Victoire Valéjane qui revient dans son petit village de Dorville, et c'est son village d'enfance, sauf qu'elle, sa vie a évolué parce que, bon déjà ça fait 17 ans qu'elle n'est pas revenue, son père avait des terres viticoles, elle a un frère, son frère a repris, puis en fait elle doit venir pour céder les terres, en fait elle doit venir pour un rendez-vous chez le notaire. Donc c'est particulier parce qu'elle est partie un peu comme ça, elle avait plus trop de contact, enfin même pas du tout avec son frère, elle avait contact encore avec sa meilleure amie, mais toutes les personnes qui ont entouré son enfance et son adolescence, tout était coupé. Et elle, en plus, elle mène, je vais pas dire la grande vie, mais alors elle n'est pas influenceuse, mais elle écrit des articles, je regarde rapidement sur la 4e, non je revois pas, je vois pas, mais elle écrit des articles, elle va dans des lieux, et elle est un peu, enfin pas non plus guide, mais bon, elle est un peu journaliste voyage, enfin bon, un truc dans ce style-là. Donc elle mène une vie qui est un peu différente de ce petit village, et quand elle va y retourner, elle va retrouver des gens qui ne sont jamais sortis de ce village-là. Donc elle n'a pas la même vie, elle n'est pas accueillie super bien, parce que elle revient, elle a laissé sa famille toute seule, elle est très mal accueillie par son frère notamment, avec son père c'est particulier. Voilà. Et puis en fait, donc elle devait venir pour très peu de temps. Il s'avère qu'elle vient pour un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'on lui a fait un sale coup. En fait, tout ce qui se passe est vraiment lié à son passé. Donc, comme je vous dis, elle retrouve des personnages qu'elle a connus dans son adolescence. Et en fait, à cette période-là, il y a eu un suicide. Et elle repense à ce suicide, en fait, et quasiment sur le même lieu, il y a un personnage qu'elle connaissait, qu'elle avait revu, qui est mort, mais qui a été tué. Donc on a un meurtre. Ça va pas être le seul. Et derrière, elle va elle-même enquêter. Et du coup, eh bien, elle va devoir un peu creuser. Il y a à la fois une partie cold case, il y a à la fois une partie meurtre actuel. Même si elle est partie il y a 17 ans,
eh bien, elle est légitime pour enquêter parce que ça, c'est vraiment lié à des choses qui se sont passées alors qu'elle était encore là et avec des personnes dont elle était proche. Voilà, en résumé. Donc, c'est très cosy parce qu'on est dans un village avec cette mentalité de village. Tout le monde regarde Victoire d'un mauvais œil. Comment dire, oui, enfin, elle est pas bien accueillie. En plus, elle arrive, il y a des meurtres. Et puis, elle retrouve son amour d'adolescence. Elle retrouve... Il y a des choses qui sont un peu particulières parce qu'elle va retrouver des gens et en même temps... c'est pas forcément les mêmes personnes que dans ses souvenirs. Puis en 17 ans, chacun a évolué. Voilà, il y a un côté où c'est vraiment cosy parce que c'est elle qui va mener l'enquête alors que c'est pas son job, parce qu'on est dans un village avec, on pense à plusieurs cosy mystery qui se passent dans des villages, genre Agatha Raisin, Hamish Macbeth, les détectives du Yorkshire, etc. Voilà. Donc il y a cette partie qui est bien cosy. Il y a une partie qui est bien mystery. La partie polar, elle est top. On a des retournements de situation, on a du rythme et le dénouement, je l'ai trouvé très bon. Donc, enfin, quand je dis très bon, c'est pas dans le sens très bon au top Agatha Christie. Non, quand même pas. Mais pour un cosy mystery, le dénouement, il est vraiment très bien. La partie mystery, elle a pas du tout été laissée de côté. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et puis, forcément, c'est estival. Ça sent le soleil, ça sent la mer, ça sent le sable. C'est parfait pour maintenant. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, glissez ce petit livre dans votre valise parce que je pense que vous passerez un chouette moment. Voilà, donc je vous le conseille. Je l'ai beaucoup aimé. C'est La mort à la plage de Coralie Cojol. Je continue avec ce livre et je peux vous dire que j'en attendais beaucoup. Un été italien de Rebecca Serle. C'est l'autrice du livre Dans 5 ans que j'avais lu lorsque j'étais lectrice Charleston. J'attendais beaucoup de ce livre. Pourquoi? Déjà parce que je connaissais l'autrice, enfin je la connaissais, j'avais déjà lu un livre d'elle et j'avais bien aimé. Ensuite, cette couverture, elle est juste magnifique. Et moi qui aime l'Italie, j'aime ce style de paysage qu'on va retrouver au lac de Côme, à Cinque Terre, à Positano. Voilà, donc j'aime ce style de paysage. Un été italien, enfin voilà. Donc quand j'ai reçu ce livre en service presse le 25 mars, je me suis dit très bien, c'est gentil, merci, je le laisse de côté et je le ressortirai lors de mes vacances en Italie. Je l'ai lu alors qu'on n'était pas encore arrivé vers Naples. Et j'avais vraiment prévu d'aller sur la côte amalfitaine et j'avais prévu d'aller à Positano parce que ce livre se passe à Positano et que quand j'ai vu quelques photos sur internet de Positano, je voulais trop y aller, etc. Donc j'ai lu ce livre avant et ce livre m'a aidé en fait dans l'organisation parce que on parle de Positano, on parle d'autres villes, alors notamment on nous dit que Naples c'est pas génial comme ville et que la plupart des touristes font l'impasse dessus. Nous on y est resté une demi-heure, on s'est moitié, enfin on a fait un tour dans la ville, enfin c'était... on n'a pas fait plus que ça et on ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait Naples plus que ça. En plus j'avais vu justement des images avant, j'avais regardé pas mal de réels, enfin, ça ne me tentait pas particulièrement. Et puis, eh bien, il y a d'autres lieux qui sont indiqués, et mais même il y a Rome à un moment donné qui est indiqué, et puis d'autres villes sur la côte amalfitaine. Donc voilà, ça m'a aidé en fait pour me dire bon alors Naples, on va peut-être pas y passer trop de temps, hein, ce livre le confirme. Voilà, il y a quand même un personnage qui aime Naples et qui dit que le jeu à Naples, c'est de faire le tour des pâtisseries, n'importe quoi, des pizzerias pour, je crois qu'il y a une mouche par là, le tour des pizzerias pour trouver la meilleure. Donc genre manger une part de pizza dans chaque pizzeria. Alors ce jeu m'aurait beaucoup amusé, moi qui adore les pizzas, mais on avait un temps limité et globalement, enfin l'idée à la base était quand même de manger une pizza à Naples, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Je ne garderai pas de bons souvenirs de cette ville, mais voilà, en tout cas on a fait Positano, etc. Et la visite de cette ville a été encore plus magique parce que je venais de lire ce livre et j'ai lu ce livre parce que j'allais en Italie. Enfin, tout était logique, tout allait dans le bon sens et tout, c'était trop chouette. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. J'ai beaucoup aimé l'histoire et
j'ai beaucoup aimé pour un côté personnel dont je vous parle déjà en partie. J'ai beaucoup aimé l'histoire. On va faire la connaissance de Cathy. Et en fait, Cathy, c'est terrible pour elle parce qu'elle vient de perdre sa mère. Du coup, tout est chamboulé dans sa vie. Sa mère, elle avait une relation très précieuse avec sa mère. Et en fait, elles avaient prévu d'aller visiter Positano ensemble parce que c'était une ville qui était très importante dans la jeunesse, enfin, dans la vie avant que Cathy soit née. C'est une ville importante dans la vie de la mère de Cathy. Et du coup, eh bien, elle voulait faire découvrir à Cathy cette magnifique ville. Donc, elles avaient prévu d'y aller ensemble, même si la mère de Cathy était déjà malade et que ça permettait d'avoir un espoir, même si c'était quand même compliqué de pouvoir le réaliser. Mais bon, bref, elles avaient tout fait comme si elles pouvaient vraiment y aller. Et au moment, il y a un moment donné, la date arrive, la mère de Cathy est déjà décédée. Que fait Cathy? Eh ben, elle part. Elle part quand même à Positano, sans sa maman, du coup, et elle va visiter la ville. Et je veux pas vous en dire plus, même si dans la 4e, il y a d'autres choses qui sont indiquées. Il y a un petit côté un peu surnaturel, fantastique, enfin pas possible, mais ça m'a pas gênée. Je trouve que ça a ajouté quelque chose dans ce livre. C'était assez intéressant. Moi, j'ai découvert Positano avec Cathy et ça m'a donné envie d'y aller, comme je vous l'expliquais. Mais l'histoire en elle-même, elle est très émouvante. Enfin, on a directement ce décès qui est très difficile, qui remet plein de choses en question dans la vie de Cathy. Et du coup, eh bien, on la voit évoluer en fait. Et j'ai adoré la fin. La fin, elle aurait pu être vraiment différente de celle-ci. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Alors, je peux pas vous dire pourquoi j'aime bien parce que ça vous spoilerait. Mais j'aime bien parce que les fins de livres, ça peut aussi être ça. Et ça me va en fait. Parce que ça peut aussi être surprenant quelque part de pas prendre tout le temps la même direction que ce que tout le monde fait. Donc le livre en lui-même, l'histoire en elle-même, elle est vraiment très bien, je ne peux que vous la conseiller, c'est vraiment, ça sent bon le soleil, ça sent bon l'Italie, enfin, et de la même façon, enfin, je vous conseille si vous souhaitez aller à Positano ou sur la côte amalfitaine à un autre endroit, ce livre va vous guider quelque part, et voilà, c'est extrêmement précieux, voilà, sur ça c'est trop chouette. Et il y a d'autres choses, donc il y a cette partie personnelle, puisque comme je vous dis, j'ai lu ce livre alors que j'allais à cet endroit-là, ce livre m'a donné envie d'aller à cet endroit et ça tombait bien par rapport à là où j'avais réservé, etc., etc. Enfin voilà. Bon, donc il y a eu tout ce truc-là. Et il y a eu des petites références. Alors déjà, j'ai noté beaucoup de citations sur Babelio parce que on nous décrit Positano, parce qu'on nous parle de l'Italie, parce qu'on nous parle de plein de choses. Donc tout ça, ça m'a marqué. Mais il y a 2 autres citations que j'ai notées et que j'ai mises sur mon avis lecture sur Instagram parce qu'elles me sont précieuses, même si elles ne sont pas dans cet univers-là. La première, elle concerne le tricot. Il y a juste 2 phrases en fait sur le tricot. Je crois que c'est la mère de Cathy qui dit qu'elle aime bien tricoter et que voilà, c'est bien de faire des fois des choses qu'on aime. Donc j'ai trouvé ça extra. Enfin, il y a 2 lignes, il y a 2 phrases, c'est tout. Mais si vous voulez, j'étais déjà dans un livre, j'étais totalement dedans. Je me dis mais ce livre il est parfait, je le lis quand il faut, c'est trop bien, etc., etc. Puis hop, il y a un truc tricot. Enfin le truc mais improbable quoi. Donc c'était extra. Et l'autre truc improbable, c'est qu'il y a une référence au film Le talentueux Monsieur Ripley avec Jude Law, avec Matt Damon, avec Gwyneth Paltrow, qui est un film qui est sorti fin 1999, que j'ai dû regarder en 2000, enfin en tout cas j'étais en seconde, donc c'était premier semestre de l'année 2000, et c'est ce film qui m'a fait aimer l'Italie. C'est-à-dire que j'ai vu ce film et à partir du moment où j'ai vu ce film, je voulais aller en Italie. J'ai raté de ça un voyage à Rome au lycée que j'aurais pu faire avec... parce que j'ai fait du latin jusqu'en terminale, que j'aurais pu faire, au début ça m'intéressait pas tant que ça, puis au dernier moment je dis à mes parents mais en fait je veux y aller, et puis on a tout fait pour, et en fait c'était trop tard, donc j'ai pas pu y aller, mais c'est parce que j'ai vu ce film que j'ai eu envie d'aller là-bas.
Bon, j'ai tenté d'apprendre l'italien, mais ça n'a pas trop marché de façon personnelle avec des petites Z, etc. Enfin, des CD et tout. Mais j'aurais bien voulu l'apprendre, en tout cas. J'aurais bien voulu l'apprendre en cours, cette langue-là qui est si chantante, si agréable à écouter. Et puis bah après, l'un des premiers voyages qu'on a fait avec mon mari, c'est d'aller à Florence. Et puis là, c'est la 3e année de suite qu'on part en été en Italie. Et du coup, j'ai vraiment une image de l'Italie. Et c'est quand... Je sais que mon amour de l'Italie vient de ce film-là. Mais c'est en fait en tombant sur cette citation qui est une tenue, la tenue d'un personnage qui ressemble beaucoup à la façon dont Jude Law est habillé. C'est là que je me suis dit, mais en fait... Oui, j'aime l'Italie, oui, je suis attirée par l'Italie, mais c'est même plus que ça. Je suis attirée par les images que j'ai vues dans ce film de l'Italie. Par la suite, quand j'étais toujours au lycée, en seconde, en première, j'ai lu Le talentueux Monsieur Ripley, le livre de Patricia Highsmith. Est-ce que je me trompe pas parce qu'il y a plusieurs Patricia? Oui, mais ça doit être ça. Je le prends. Voilà. Ça, c'est l'affiche du film. Fais le focus sur l'affiche. Voilà. Ah, vintage le livre. Hein. Vintage, hein. Je l'ai acheté le mercredi 10 janvier 2001. Ouais, il date. Et moi, j'étais fan de Jude Law, de toute façon. Moins de Matt Damon, mais plus de Jude Law. Et donc, c'est un film qui était déjà sorti dans une première version, sous le titre Plein Soleil avec Alain Delon en 1959. Inutile de vous dire que ce n'est pas cette version-là qui m'a marquée, je ne l'ai même jamais vue. J'ai pas trop accroché avec ce livre. J'ai pas trop accroché avec ce livre parce que à l'époque, mais ça date d'il y a 23 ans et demi, je l'ai trouvé un peu lent. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de descriptions de l'Italie qui me parlaient pas. Enfin, j'y étais jamais allée, je voulais y aller, mais j'y étais pas. Et oh la vache, rien que là, je tombe sur des noms, mais ça me parle tellement, avec Dicky. Et là, vous voyez, il y a enfin, on nous parle de Naples. En fait, cette histoire, elle se passe à Mongibello, qui est un lieu fictif. Est-ce que je vous raconte pas des bêtises? Donc, il y a Dicky Greenleaf. Il y a Tom Ripley, forcément. Ah, attendez, on va regarder ça. Donc, Mongibello. Alors, où se trouve Mongibello? Mongibello provient de 2 mots synonymes. Non, mais alors, moi, je veux le Mongibello de Monsieur Ripley. Le talentueux Monsieur Ripley. Hop. Alors, là, c'est... je suis sur la page Wikipédia du film, du livre, de ce film-là, justement. Avec Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman. Il y avait du beau monde hein, dans ce film. Ça me fait tout bizarre d'en parler. Dans le village balnéaire de Mongibello, on l'a compris. Et est-ce qu'on peut pas nous dire, tournage? C'est en réalité la commune d'Ischia Ponte, sur l'île d'Ischia, au large de Naples, qui prête son décor au village fictif de Mongibello. Voilà. Et en fait, Plein Soleil, c'est déjà passé là. Et il y a aussi des plans qui ont été tournés à Procida, je sais pas comment on prononce, et à Positano. Voilà. Les scènes censées se dérouler à Sanremo ont été en fait tournées à Enzio dans le Latium. Et puis on a Rome, Naples, Venise, voilà. Il faut peut-être que je relise ce livre en fait. Je crois qu'il faut que je relise ce livre parce que forcément j'ai plus le même âge et que des descriptions de l'Italie ça ne me gênera pas parce que ça me parlera même peut-être. Voilà. Mais en même temps, après, bon, j'ai toujours pris soin de mes livres, il est vraiment dans un état nickel, comme si je l'avais jamais lu. Oui, mais il est juste très, très vintage. Et puis, on saute pas de pages par chapitre, donc c'est très dense en fait. Donc ça, c'est dommage. Voilà.
Bon bref, il y a une référence en fait de ce film-là, dans ce livre-là. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de vous parler d'un été italien. Juste lisez-le, c'est tout. Lisez-le. Bon, puis je vais terminer par celui-ci, L'écriture est une île, de Lorraine Fouchet. Alors, on a plusieurs personnages, dont un qui vient de l'île d'Ischia et qui est originaire de Venise, ce qui était assez rigolo, mais ça se passe sur l'île de Groix. Donc, on a un personnage principal qui s'appelle Alix. Alix, elle est romancière, et en fait, on lui dit, bah, pourquoi tu ferais pas un atelier d'écriture? Bon, c'est pas trop son truc. En fait, quand j'ai lu ce livre, à la place d'Alix, je pensais à Aurélie Valogne. Je sais pas pourquoi. Si un jour je vois Lorraine Fouchet, je lui demanderai de qui elle s'est inspirée. Mais je sais pas pourquoi j'imaginais Aurélie Valogne. Bon, c'est pas trop son truc, Alix, ça. C'est pas trop son truc parce que déjà, elle est devenue romancière, on l'a pas aidée, on l'a pas obligée et tout, donc elle était pas trop sûre. Puis en fait, petit à petit, elle a commencé à changer d'avis. Et puis au final, elle est excellente en fait, en animatrice d'atelier d'écriture. Et puis on va avoir tous les participants à l'atelier d'écriture qui vont passer une semaine sur l'île de Groix. Donc c'est pas juste un petit atelier d'écriture quand même. Donc les participants, ils viennent de plein d'endroits différents, ils ont des âges différents. On a vraiment... alors je sais pas si c'est représentatif non plus, parce que... enfin, ça dépend de ce qu'on appelle représentatif. On a des personnes vraiment très différentes. Donc ça peut être représentatif de plein de types de populations différentes. Parce qu'on a un homme âgé, on a un homme jeune, on a une femme, enfin même au niveau des âges, ils ont presque tous 10 ans d'écart, 5-10 ans d'écart, enfin voilà, donc ça peut être représentatif dans le sens où eh bien on a un peu tous les âges, c'est de nationalités différentes aussi, pas que des Français, enfin en tout cas des personnes qui parlent français mais qui viennent pas que de France. C'est vraiment mixte, voilà. Mais est-ce que c'est représentatif dans le sens où on a autant d'hommes de plus de 50 ans que ce qu'il faudrait avoir, etc. Non, je pense que c'est pas représentatif par rapport à ça. Ouais. C'est pas représentatif de la population française. Mais on a en tout cas un panel assez large de participants qui ont entre 20 et 86 ans. Voilà. C'est un roman choral, on va suivre chacun de ces personnages, chacun des participants à l'atelier d'écriture ainsi que l'autrice. C'est très rythmé parce que, en fait, on suit pas systématiquement un même personnage sur 10 pages. Parfois, c'est très court. Attendez, il faut que je vous trouve un exemple parce que sinon... Voilà, là c'est très court. Voilà, là on a Alix, voilà. Alix c'est une demi-page. Mais ensuite on a Arzur, et bien Arzur on est de 2 pages et demie. Et après on a à nouveau Alix, ça fait 4 pages et demie. Et ensuite on a Esther sur 1 page. Voilà, donc c'est pas du tout régulier, mais c'est rythmé parce que on n'a pas 15 pages avec un même personnage. Au début on est plus avec Alix, on va faire la connaissance, ça va être la naissance de l'atelier d'écriture, puis ensuite on va faire la connaissance de chacun des personnages, donc ça va être un petit peu plus long, parce qu'on va voir chaque personnage un à un, puis on va le connaître un petit peu, et puis on va voir pourquoi il s'inscrit à l'atelier d'écriture. Puis une fois que c'est passé, et ben ensuite on a un découpage par jour, et puis on suit très rapidement les personnages. Donc vraiment rythmé, prenant par le sujet, parce qu'on est sur un atelier d'écriture, donc en fait on a une autrice qui vient donner des conseils à des personnes qui souhaitent écrire ou qui écrivent déjà. C'est très précieux, j'ai relevé pas mal de citations. De mon côté, je ne souhaite pas devenir autrice. Moi, je suis autrice d'un livre tricot, mais ça reste un livre qui contient principalement des patrons tricot, donc je n'écris pas, je n'écris pas d'histoire. C'est pas mon truc. Mais en tout cas, si j'ai relevé les citations, c'est pas pour des conseils pour moi, c'est pas pour suivre les exercices qu'Alix leur donne à faire, mais je les ai trouvés très intéressants parce que ça m'a donné des éléments pour mieux identifier pourquoi j'aime bien tel ou tel livre.
ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un passage où elle explique, ben voilà, ce qui se passe là, on aurait pu le décrire comme ça, avec genre 5 lignes, des phrases un peu longues, ce qui serait tout à fait ma façon d'écrire en fait, hein, avec des phrases un peu longues, voilà, c'est lourd quoi. Et en fait, elle dit, bah ça, tout ça, on pourrait l'écrire en une phrase. Et puis ça change tout, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre tous les petits trucs en trop, la phrase, elle suffit, elle résume même presque, elle donne presque autant d'informations que les 5 lignes qu'on avait avant. Et puis en plus, le lecteur, bah, ça le laisse accrocher. Et donc, c'est hyper intéressant parce que, donc, je vous dis, moi, je suis pas intéressée par ça, encore moins après avoir lu le livre, parce que je dis, ce serait vraiment, j'ai vraiment pas le style d'écriture qui conviendrait. En fait, c'est pas évident de d'écrire tout de suite quelque chose de percutant et de court. Je pense à des auteurs comme Laure Manel, comme Alexis Leipzger, qui ont des écritures très rapides, très rythmées. Et Laure Manel, elle fait des chapitres très très courts, par exemple. Et en fait, tout y est. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et c'est... Alors, je ne sais pas si un jour je lui demanderai ou pas, mais en tout cas, c'est pas forcément inné. Et je me souviens de discussions avec Céline Dangean, je vous parle de 3 auteurs chez Michel Lafon, là, qui expliquait qu'elle évolue dans son écriture parce qu'en fait, elle va de plus en plus à l'essentiel. Et que l'essentiel est de plus en plus percutant, en fait. Donc, c'est pas forcément inné pour tout le monde d'écrire tout de suite l'essentiel de façon très courte. On peut faire, ça veut dire qu'on peut très bien écrire un livre qui, enfin tout ce que je vous dis, c'est pas ce qui est écrit dedans, hein, c'est les réflexions que j'ai eues derrière aussi. Mais là, le livre de Lorraine Fouché, il fait moins de 300 pages. Bon, Lorraine Fouché, elle a de l'expérience, elle écrit depuis un moment, même si ça n'a pas été sa carrière principale puisqu'elle était médecin urgentiste. Oui, c'est ça, mais elle a déjà écrit 24 romans. Elle a déjà écrit 24 romans, c'est déjà plus français. Eh bien, un auteur, avant d'arriver à un livre qui fait moins de 300 pages, un primo-romancier, peut-être qu'il a besoin d'écrire 700 pages en fait, 700, 800, 1000 pages, puis après, là, il supprime avant d'aller à l'essentiel, et que ça percute en fait. En tout cas, ça m'a permis vraiment d'apprécier l'écriture par la suite, c'est-à-dire que tous les conseils que la romancière Alix donnait, j'essayais de les chercher dans l'écriture de Lorraine Fouché et dans les livres que j'ai lus par la suite. C'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à un auteur qui m'avait dit qu'il était très admiratif des personnes qui savaient écrire des livres courts parce que c'était plus difficile. Ça, à une période, on parlait de la rentrée littéraire et moi, je venais de lire plein de livres de moins de 200 pages et bon, un livre de moins de 200 pages, je le case en une soirée, quoi. Versus, en fait, c'était il y a un an, mon été de l'année dernière, je lisais en une soirée un livre comme ça, alors qu'un Jussi Adler-Olsen de 800 pages, un bon polar nordique bien creusé et tout, il me fallait un week-end, en fait. Et il me disait, ouais, mais moi, je suis plus admiratif du livre court parce que c'est dur d'écrire comme ça. Et moi, j'étais plus admirative du polar nordique parce que tout était très creusé et ça demandait beaucoup de recherche. Bon, on parlait pas de la même chose. En même temps, je suis plutôt mathématicienne. C'était un auteur qui est plutôt littéraire, de par ses études aussi. Je vous donne toujours pas le nom de l'auteur, mais c'était assez intéressant parce que j'avais pas du tout ce point de vue-là. Et du coup, j'ai repensé à cette discussion que j'avais eue avec l'auteur et je la comprends mieux, en fait. Enfin, je comprends mieux son point de vue et voilà. Et effectivement. Et même s'il n'y a pas forcément la même exigence d'écriture dans un polar que dans un autre style de livre, encore plus entre un polar et un livre de la rentrée littéraire, on n'a pas la même exigence sur l'écriture, sur le style et tout. Mais un bon polar, il doit être bien écrit. Enfin, forcément. Et puis, ça demande aussi d'autres compétences derrière. Mais c'est intéressant. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc, il y a toute cette dimension dans ce livre. C'est un livre autour d'un atelier d'écriture. Et donc, les participants sont présents pour certaines raisons, mais pas tous les mêmes. Et donc, on va être un peu surpris par les raisons notamment d'un personnage. Et ça va aussi être assez prenant par rapport à ça. C'est pas juste un atelier d'écriture. Si c'était juste un atelier d'écriture, ça aurait déjà été très chouette. Mais ça va même au-delà et du coup, ça m'a bien plu. Voilà. Donc, on est sur l'île de Groix parce que c'est Lorraine Fouché et qu'avec Lorraine Fouché, on continue à suivre l'île de Groix. On croise quelques personnages des
qu'on a déjà connu dans d'autres livres de Lorraine Fouchet. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce livre que je vous conseille totalement. Il était vraiment bien, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à un livre pas bien, sinon je l'aurais pas lu, mais il était encore mieux que ce que je pensais, donc je suis contente. Voilà, du coup, eh bien, j'ai terminé. J'ai terminé avec tous ces livres qui sont des livres totalement d'été, de saison, etc. Moi qui lisais que des polars nordiques l'année dernière, bah là j'ai décidé de partir en vacances avec des livres aux couvertures estivales et c'est pas mal aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pas mal d'avis lecture à venir en tout cas. Voilà, à bientôt!